plaisir d'accueillir Thibaut Damour dont vous pouvez lire encore une fois la notice dans le programme. Et voilà, je vous laisse tout de suite la parole. Voilà, une des instructions pour ce colloque est de penser le bouleversement dans les idées provoquées par la physique du XXe siècle. Je vais me concentrer sur les bouleversements apportés par la théorie de la relativité restreinte et la théorie de la relativité générale. La théorie de la relativité restreinte qui, comme on va le discuter du point de vue naïf d'un physicien, enlève tout sens au maintenant. La relativité générale permet de concevoir l'émergence de l'espace et du temps à partir de quelque chose qui n'a pas d'espace ni de temps. Et d'autres aspects de la physique de la fin du 19e et du 20e seront pertinentes. C'est le temps après la physique statistique qui montre que le temps ne s'écoule pas. Mais je n'en parlerai pas aujourd'hui, penser la réalité après la théorie quantique qui décrit la réalité comme une superposition de mondes multiples. Alors d'abord, pour set the stage, rappelons la conception habituelle, commune, du sens commun du temps, qui est symbolisée par ça. Le temps fuit, l'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule et nous passons. Bon. Si on essaye de trouver dans un dictionnaire une définition du temps, on voit que les dictionnaires ont du mal à le définir, mais le Robert dit quelque chose d'intéressant. Le temps serait un milieu indéfini où paraissent se dérouler irréversiblement les existences dans leur changement, les événements et les phénomènes dans leur succession. J'aime beaucoup cette très belle phrase aussi de Yankelevitch, qui était un élève de Bergson, qui est sans doute le point de vue bergsonien et philosophique du temps, à la Bergson. Même si le dernier corps céleste venait à disparaître dans la conflagration universelle, le temps continuerait à couler. L'homme ne serait plus là pour nommer les jours de la semaine et les mois de l'année. Il n'y aurait plus d'horloge pour compter le temps, mais la temporalité du temps survivrait à l'anéantissement de tous les calendriers et de toutes les horloges de l'univers. Très beau texte. Donc, en résumé, la conception habituelle du sens commun du temps est que c'est quelque chose d'extérieur à l'univers matériel, qui est commun à toute la réalité, qui est irréversible, passé, présent, futur, c'est pas la même chose, et qui passe ou coule en entraînant le maintenant du passé vers le futur. Et pendant les 250 ans entre, disons, Newton et Einstein, le fait que dans la physique newtonienne, il y ait une variable t qui jouait un rôle privilégié, séparé de la structure de l'espace, introduisait une espèce de coïncidence avec le temps du sens commun, et donc on avait l'impression que oui, c'était évident, c'était dans la physique, le temps, comme disait de Newton, absolu, vrai et mathématique, coule de sa propre nature, sans relation à rien d'externe, et peut être et doit être séparé du concept habituel de durée. Donc il y a eu le choc einsteinien est que pendant 200 ans, la physique newtonienne, ce qui avait l'air d'expliquer à peu près la nature, avait quelque chose qui ressemblait au temps du sens commun. Et on arrive donc en 1922, fin mars, début avril 1922. Einstein vient à Paris, et ce qui est, je trouve, tout à fait frappant, c'est que tous les journaux de l'époque titre vraiment résume Einstein en disant « le temps n'existe pas ». J'ai mis ici quelques titres. « Le temps n'est qu'un songe, temps illusion, le temps n'est plus », avec des cartoons, voilà, « le temps n'existe pas », Einstein, c'est sûrement du beau temps qu'Einstein veut parler. Et en fait, c'est toujours une question historique, je crois que j'ai déjà posé à Jürgen Rehn, savoir si en Allemagne, les journalistes avaient déjà écrit des phrases comme ça, parce que je trouve personnellement que les journalistes français ont compris qu'il y avait dans Einstein quelque chose d'important pour le temps, ils l'ont très bien résumé, mais je me demande comment ils l'ont compris, sauf s'il y avait eu avant, si Einstein avait donné des interviews en Allemagne où il avait suggéré quelque chose comme ça.
Donc, je ne vais pas parler plus ou à peine de ce dialogue de sourds entre Einstein et Bergson, mais juste pour dire deux choses. D'abord, c'est que, en fait, Bergson prend au sérieux vraiment le défi philosophique posé par la théorie de la relativité restreinte, contrairement à Langevin. Quand on lit, en fait, les exposés de Langevin sur le temps, il y en a plusieurs en 1911, à la fois ils sont techniquement très clairs, et en même temps on se dit que Langevin n'a pas compris en fait qu'est-ce qui se passait avec le temps, et qu'il n'a pas compris l'impact de ce qu'est ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux. Mais Bergson a compris que c'était violent. Et, sauf qu'il en a conclu, parce que ça n'a pas été dit par Élie, mais tout de même, le point final essentiel de durée et simultanéité, c'est de dire que, à la fin, que les deux jumeaux reviennent avec le même âge. Bien. C'est-à-dire que toute la relativité est fausse, tout de même. Et que, parce que Bergson, c'est très discret dans ton édition, mais c'est tout de même ce que Bergson dit. Le sens commun croit à un temps unique, le même pour tous les êtres et toutes les choses. Chacun de nous se sent durée. Il n'y a pas de raison, pensons-nous, pour que notre durée ne soit pas aussi bien la durée de toute chose. Mais ça va être ça, la conclusion de durée et simultanéité. Et il remercie Einstein pour l'obliger à, en fait, renforcer cette conclusion. Donc, Élie a déjà cité, effectivement, après un quart d'heure de l'exposé de Bergson, je trouve que c'est déjà très beau qu'Einstein ait réussi à dire quelque chose d'intelligent en remarque, parce que ce n'était pas du tout évident de comprendre comme ça. Bien, maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui, en revanche, en 1922, du point de vue du physicien naïf que je suis, comprenait mieux Einstein que Bergson. C'était son cousin, Marcel Proust, qui était déjà retiré chez lui, mais qui, dans des textes dont certains... Proust fait allusion à Einstein avant la venue d'Einstein à Paris, déjà, et il refait allusion, on va y voir, pendant qu'il est là, pendant qu'Einstein est là. Donc, je remercie à ce propos Thierry Thomas et Pira Weiss pour leur renseignement proustien. Dans certains manuscrits préparatoires pour Sodome et Gomorrhe, par exemple, il y a donc quelque chose qui n'est pas publié dans la version finale publiée de La recherche du temps perdu. Disons-le franchement, le visage de ces jeunes filles, ouvrez la parenthèse, très Einstein, mais ne pas le dire, cela ne fera qu'embrouiller, n'occupe pas dans l'espace une grandeur, une forme permanente. Là, on voit qu'il avait compris intuitivement, en fait, des choses assez subtiles dans la théorie d'Einstein sur l'effet dans l'espace-temps des mouvements relatifs. Et puis, quelques mois avant la venue d'Einstein à Paris, Proust écrit à Armand de Guiche, qui était son ami, qui était aussi donc le gendre d'un des modèles de la duchesse et de la princesse de Guermantes, que j'aimerais vous parler d'Einstein. On a beau m'écrire que je dérive de lui ou lui de moi, je ne comprends pas un seul mot à ces théories, ne sachant pas l'algèbre. Et je doute pour sa part qu'il ait lu mes romans, ce qui est vrai d'ailleurs. Nous avons, paraît-il, ça c'est intéressant, une manière analogue de déformer le temps. Mais je ne puis m'en rendre compte parce qu'il est un grand savant et que j'ignore, et que dès la première ligne, je suis arrêté par des signes que je ne connais pas. Cela dit, on comprend que Proust ait été arrêté. Bergson n'était pas arrêté. Je vous rappelle que Bergson est rentré à l'école normale supérieure par le concours de mathématiques, donc il n'avait aucun problème à comprendre les équations de la relativité. Et j'aimerais juste, pour finir cette parenthèse proustienne, vous rappeler que pour Proust, l'idée essentielle, c'est qu'en fait, notre vrai moi est affranchi de l'ordre du temps, et que, aussi, même si je sais qu'il n'y a aucune preuve de ça, j'aime à penser que c'est peut-être pas faux ce que disait Céleste Albaret, que une après-midi vers 4 heures au printemps 1922, c'est-à-dire peut-être juste après le passage d'Einstein à Paris, Proust, en se réveillant, a appelé Céleste pour lui faire part de cette importante nouvelle. Cette nuit, j'ai mis le mot fin, maintenant je peux mourir. Il a mis le mot fin où? D'abord, le mot fin est là. Ça, merci Pira, c'est un facsimilé de la dernière page du Temps retrouvé,
qui est complètement d'ailleurs raturé, donc il faut interpréter quelle est la version finale. Mais la version habituelle, c'est, pour tout physicien, les hommes, bon, comme si les hommes étaient juchés sur de vivantes échasses, ressembleraient à des êtres monstrueux, comme occupant dans le temps une place autrement considérable que celle si restreinte qu'il leur est réservée dans l'espace, une place au contraire prolongée sans mesure, puisqu'ils touchent simultanément comme des géants plongés dans les années à des époques vécues par eux si distantes, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer dans le temps. Et que, en fait, ça, c'est, d'un point de vue un peu naïf, mais c'est une vision d'espace-temps de l'homme occupant effectivement une place beaucoup plus grande dans le temps que dans l'espace, et en tout cas une vision du côté de verticalité de l'espace-temps. Parce que qu'est-ce que, dans la vision post-minkowskienne, disons, qu'est-ce que l'essentiel de la théorie de la relativité restreinte? C'est l'idée du bloc espace-temps. Au lieu de voir, comme par exemple si vous jouiez au billard sur une table, et donc vous auriez deux boules qui arrivent, qui se déplacent dans le temps, qui se cognent et qui repartent à des instants successifs, vous empilez tout ça comme des cartes à jouer, et ça fait une structure maintenant où vous avez empilé des espaces dans une direction verticale qui est le temps, donc vous avez une dimension supplémentaire, et vous n'avez plus ici de mouvement, vous avez le mouvement des boules, et gelé dans ce bloc espace-temps. Dans cette perspective-là, le paradoxe des jumeaux, c'est quoi? C'est ça. Ça veut dire que vous avez ici une ligne d'univers marron de quelqu'un qui est le jumeau qui reste sur Terre. La ligne verte est le jumeau qui part très loin, à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, qui revient. Et je veux dire, quand on voit ça, on se dit c'est pas du tout symétrique. Effectivement, c'est toute la discussion avec Painlevé qu'on voit qu'on ne peut pas dire qu'il y a symétrie entre les deux. Mais le point essentiel, c'est que le jumeau revient beaucoup plus jeune, aussi jeune que vous voulez, ce qui veut dire, quand vous y pensez vraiment comme expérience de pensée, que vous pouvez, tout un chacun ici, sortir du Collège de France, monter dans un véhicule rapide, et revenir une minute après de votre temps, et il se sera écoulé 60 millions d'années ici, au Collège de France. Donc, vous pouvez faire un saut de 60 millions d'années dans le futur, quasi instantanément. C'est ça le paradoxe des jumeaux. Et Bergson a compris que c'était violent tout de même pour la notion de temps. Einstein l'avait compris le premier. Concernant... et un autre aspect violent pour la notion de temps, c'est que tant qu'on était dans la physique newtonienne, où il y avait espace et temps séparés, on pouvait identifier, donc on n'avait pas besoin du bloc espace-temps, on devait au contraire comprendre que la réalité, il y avait quelque chose qui était le passé qui n'existait plus, des événements, c'est un diagramme d'espace-temps, c'est-à-dire l'espace est représenté ici verticalement, donc chaque point ici dans des tranches verticales représente un point dans l'espace, le temps, horizontalement, le temps est montré verticalement, donc ces lignes-là représentent l'existence continuée d'un objet, d'une particule, d'une personne, d'une souris dans l'espace-temps. Et donc, tout ce qui est ici en pointillé, pas en pointillé, pardon, en hyphens, est le passé qui a existé mais qui n'existe plus. Le futur est vraiment là en pointillé parce qu'il n'existe pas du tout. Et seule une espèce de chose bizarre qui serait le maintenant, le présent, qui s'écoule mystérieusement de l'un à l'autre. Ça, c'est remplacé par ça. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de maintenant, il n'y a plus de distinction entre passé, présent, futur. C'est ça le point essentiel de la relativité restreinte. Passons à la relativité générale. Des artistes comme Dali ont essayé d'interpréter aussi intuitivement la relativité générale. Je vous rappelle que ce qu'on appelle populairement les montres molles ou la persistance de la mémoire, les divers tableaux de Dali. Dali lui-même l'appelait le camembert de l'espace et du temps, pardon, du temps et de l'espace. C'était le nom qu'il donnait lui-même. Donc il avait intuitivement essayé de dire « Ah oui, l'espace-temps courbe d'Einstein, etc. » Qu'est-ce que nous dit essentiellement, au-delà de la relativité restreinte, la relativité générale? Elle nous dit que, au lieu d'avoir les relations d'espace et de temps qui existaient
dans la relativité restreinte, si vous introduisez des masses, ça déforme à la fois la géométrie de l'espace et la chronométrie, à la fois la mesure des distances, des angles et la mesure du temps. Par exemple, ça veut dire qu'on apprend à l'école que la somme des angles d'un triangle est égale à 2 droits, 180 degrés. Einstein nous dit oui, ça c'est vrai s'il n'y a pas de matière. Si au centre d'un triangle vous mettez une boule de matière, eh bien la somme des angles sera plus grande que 2 droits d'une quantité que vous calculez et qui fait intervenir cet objet-là, qui est le produit de la masse de la boule fois la constante de Newton multipliée par 2 divisé par le carré de la vitesse de la lumière, que vous allez après diviser par le rayon de la boule. Et ça, c'est la déviation de la géométrie au sens habituel. Pour le temps, vous avez une formule aussi du même type qui dit que si vous avez une boule de matière, eh bien, quand vous comparez deux horloges, une, disons, à la surface de la Terre et une beaucoup plus haute, eh bien, ces deux horloges, quand vous les comparez, ne marqueront pas le même temps. Tout se passe comme si le temps à la surface s'écoulait plus lentement, d'un facteur prévu par la théorie. Donc, là aussi, ce n'est pas l'accélération, c'est un phénomène statique, mais la présence de masse déforme, encore plus que la relativité restreinte, la notion de temps. Il est frappant qu'aujourd'hui, quand vous lisez de la vulgarisation scientifique, elle a tendance, quand elle parle de cosmologie einsteinienne, et par exemple du Big Bang, à utiliser un langage qui suggère que la relativité générale a réintroduit la notion de flux temporel qui avait été abolie par la relativité restreinte. Je vous rappelle qu'en relativité restreinte, il est strictement impossible d'avoir des tranches que vous appelleriez le maintenant, le temps qui passe. En relativité générale, la vulgarisation a tendance à dire non, 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 il y a le Big Bang, c'était il y a 13,8 milliards d'années, et puis vous avez des tranches successives qui sont le temps qui passe. En fait, au contraire, la relativité générale en rajoute, c'est-à-dire qu'il y a une variété infinie de cosmos einsteiniens possibles qui donnent des exemples frappants de mondes où l'irréalité du flux temporel devient palpable. Par exemple, l'univers introduit par le mathématicien Gödel, comme cadeau d'anniversaire d'ailleurs pour le 70e anniversaire d'Einstein, en 1949, est un univers plein avec un certain contenu matériel. Et dans cet univers, vous pouvez rejouer le paradoxe des jumeaux, mais là, il se passe quelque chose de nouveau. C'est que si vous avez un jumeau qui reste sur Terre, il est là sur cette ligne-là, le jumeau voyageur, lui, part très loin, très vite, mais quand il revient là. Il peut revenir là. C'est-à-dire qu'il peut revenir, et il peut lui aussi partir, sortir de la pièce, voyager très vite, revenir ici au Collège de France et trouver des dinosaures en train de se manger l'un l'autre parce qu'il est revenu 60 millions d'années dans le passé. Ça, c'est quelque chose qui est conceptuellement possible comme solution des équations d'Einstein. Bien sûr, ça ne correspond pas à notre univers. Un autre univers possible, c'est un univers où vous pourriez avoir ici ce qui s'appelle conventionnellement un Big Bang, et là, ce qui s'appelle conventionnellement un Big Crunch, sauf que si vous avez des organismes vivants dans cette partie de l'espace-temps, ils auront l'impression, parce que le gradient d'entropie, la flèche du temps est dans ce sens-là, que le temps s'écoule comme ça, alors que ceux qui vivront ici auront l'impression que le temps s'écoule en sens inverse. Autrement dit, pour les gens ici, tout ce qui est au-dessus, c'est le futur, ça n'existe pas. Remarquez, c'est aussi le futur. Mais il y a une partie du futur qui est le passé des autres. Vous voyez que la notion du temps, quand vous pensez vraiment qu'il peut exister des univers lointains où le temps s'écoule, pas dans le même sens qu'ici, je pense que la notion habituelle de temps qui passe en prend un certain coup, même philosophiquement. Que disait Einstein lui-même du temps? Parce qu'après tout, penser le temps après Einstein, qu'est-ce que Einstein lui-même a conclu? Parce que je pense que dans les années 1922, Einstein n'était pas lui-même prêt à dire le temps n'existe pas, il ne l'avait pas intériorisé. Mais petit à petit, il l'a intériorisé. D'abord, dans ses lettres, les lettres où il est le plus précis sur sa position philosophique, c'est les lettres à son ami Michelangelo Besso. Dans certaines lettres, il écrit « Le maintenant est éliminé de la construction conceptuelle du monde objectif, c'est ce qui chagrinait Einstein ». Il reproche d'ailleurs à Besso de ne pas prendre au sérieux la relativité, parce que Besso se pose des questions, le maintenant, le passage du temps. Einstein lui dit « Mais prends au sérieux la quadridimensionnalité de l'espace-temps ». Et le plus beau témoignage de ce que Einstein pensait sur le temps est cette lettre
qui est la lettre écrite juste un mois avant la mort d'Einstein, juste quand Einstein a appris la mort de son ami Bessot. Et ici, vous avez d'ailleurs une photo des dernières lignes de cette lettre, photo que j'ai prise, on était ensemble à la Fondation Bessot à Rome. Et Einstein écrit ça comme lettre de condoléance. Ce n'est pas une lettre de condoléance en disant comme c'est triste et tout ça, non. Il m'a devancé de peu en quittant ce monde étrange, cela ne signifie rien. Pour nous, physiciens dans l'âme, la séparation entre passé, présent et futur ne garde que la valeur d'une illusion, si tenace soit-elle. Mais dans le texte allemand, le dernier mot est illusion. Le mot si tenace soit-elle est en fait ce mot-là qui veut dire à la nuque raide. Une illusion qui a la nuque raide. Art Neckingen, quelque chose comme ça. Mais pourquoi l'illusion du temps? Donc, si on prend at face value la théorie de la relativité, on dit il n'y a plus de maintenant, il n'y a plus de passage du temps, mais tout le monde se sent vieillir. Einstein a raison de dire que c'est une illusion tenace. Pourquoi est-elle tenace, cette illusion du temps? À cause du second principe de la thermodynamique, qui semble agir autour de nous, qui dit que les choses vont vers le désordre. Hein, s'il y a un verre qui tombe, enfin c'est des verres en plastique, on dirait, de la table, il se cassera et vous ne verrez jamais des morceaux de verre se reconstituer pour sauter sur la table. Ça, c'est quelque chose que Boltzmann avait pensé à la fin du XIXe siècle en inventant un univers que j'aime appeler l'univers de Boltzmann. En réponse à des objections, justement, on lui disait oui, mais d'après le théorème de Poincaré, tout peut revenir à l'état, donc qu'est-ce qui se passe? Boltzmann a pensé que si on dessine ce qu'il dit dans un cas newtonien, dans un espèce d'espace-temps, un univers de ce type-là, où de nouveau, horizontalement, c'est l'espace, verticalement, c'est le temps, que cet univers serait globalement dans la mort de la chaleur, c'est-à-dire que l'entropie serait en gros partout au maximum, donc il ne se passe rien, il n'y a pas d'écoulement du temps, parce qu'il faut passer de l'ordre au désordre pour sentir le temps passer, mais qu'il existerait des poches où, partant d'un maximum, puisque l'entropie, si l'entropie est un maximum, de temps en temps, elle ne peut que diminuer. Et ici, elle diminuerait de son maximum, elle atteindrait un minimum ici, et puis elle réaugmenterait. Mais d'après la physique, le sens du temps vécu, ce n'est que le sens d'aller de l'ordre vers le désordre. Et donc, le sens du temps vécu sera là, cette flèche-là, dans cette partie de l'espace-temps, sera dans ce sens-là, sens inverse-là, et dans une autre poche de l'espace plus loin, vous pouvez, alors qu'on est ici à se dire eh bien voilà, le temps passe comme ça, la conférence va durer encore juste 5 minutes, c'est dans le futur, que les gens qui vivent là vivent le temps à l'envers, que si on pouvait les voir, on les verrait sortir de leur tombe et rentrer dans le ventre de leur mère. Mais évidemment, eux, s'ils pouvaient nous voir, ils vivent le temps comme nous, mais ils nous verraient voir à l'envers. Si vous pensez sérieusement, et Boltzmann est le premier à l'avoir pensé, que c'est possible, c'est compatible avec les lois de la physique, il n'y a pas besoin de relativité pour en conclure que le temps n'est pas quelque chose qui existe comme ça en dehors de toute la réalité. Donc, pour résumer, pensez le temps après Einstein, contrairement à ce que j'ai rappelé au début, le temps n'est pas extérieur à l'univers matériel, le temps n'est pas commun à toutes les réalités, mais peut n'être défini que localement, il est fondamentalement réversible et non pas irréversible, comme on a tendance à le définir, et le passage du temps est une illusion. Je trouve très frappant que ces conclusions de Boltzmann, d'Einstein, aujourd'hui, les gens, très peu de personnes les rappellent et qu'au contraire, on vit avec le temps de Newton, de Virgile et de l'Antiquité. Pas le temps d'ailleurs de Parménide, parce qu'il y avait des gens différents dans l'Antiquité grecque. Et peut-être que c'est lié à une phrase que je trouve intéressante d'Hannes Alfvén, même si son contexte est assez différent, qui est la suivante. Assez paradoxalement, Einstein a peut-être été acclamé par le grand public, non pas parce qu'il était un grand penseur, mais parce qu'il dispensait les autres du devoir de penser. Et effectivement, il y a le danger que quand on découvre une nouvelle théorie, les découvreurs pensent vraiment comme Boltzmann et Einstein les conséquences, y compris philosophiques, de ces théories, mais après ça, les gens sont contents, il y a des équations, et puis on revient au bon vieux temps de la vie de tous les jours, etc. Et donc on a oublié la virulence
de la révolution einsteinienne. Et peu de gens l'ont senti. Je veux dire, Bergson l'a senti. Il l'a rejeté parce que finalement il a dit c'est incompatible avec mon idée du temps. Proust l'a senti aussi. Mais aujourd'hui, qui prend au sérieux ce que disait Einstein? J'aimerais, juste pour finir, dire que sous quelle égide, j'ose pas dire philosophique, mais comment, je veux dire, l'exposé que je viens de faire est motivé pour moi, en tant qu'être humain, par l'approche suivante du lien entre physique et réalité. D'abord, je vous rappelle cette phrase profonde de Kant, dans la préface à la deuxième édition de la Critique de la raison pure. On a admis jusqu'ici que toutes nos connaissances doivent se régler sur les objets. Autrement dit, c'est la vision habituelle que les connaissances, à commencer par les connaissances scientifiques sur les réalités, concernent des objets qui existent là, qui préexistent, et qu'on va comprendre comment marche cet objet, etc. Kant rajoute que l'on cherche donc une fois si nous ne serions pas plus heureux dans les problèmes de la métaphysique en supposant que ce sont les objets qui se règlent sur notre connaissance. Vous voyez, c'est l'inversion exacte. Ça paraît paradoxal de dire les objets se règlent sur notre connaissance. Sauf qu'on peut l'interpréter, et je suis en ça Heidegger d'ailleurs, et Kant, donc, que la notion que la connaissance scientifique, c'est elle qui définit l'objet. L'objet n'est pas quelque chose comme ça qui préexiste. Il y a une connaissance scientifique et l'objet acquiert son sens et devient réalité. Enfin, la structure de l'objet est à travers la connaissance. Ce que, d'ailleurs, Kant aussi en déduisait que le temps n'est qu'une condition subjective de notre humaine condition, laquelle est toujours sensible, c'est-à-dire ne se produit qu'autant que nous sommes affectés par les objets. En lui-même, il n'est rien en dehors du sujet, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de remonter à Parménide pour trouver des philosophes qui ont dit que le temps n'existe pas en dehors du sujet. Je veux dire, Kant l'a dit aussi. Que disait Einstein? Einstein disait « La véritable difficulté tient à ce que la physique est une sorte de métaphysique. La physique décrit là, ouvrez les guillemets, réalité, fermez les guillemets. Or, nous ne savons pas ce qu'est la réalité, nous ne la connaissons qu'à travers la description qu'en donne la physique. » Et Einstein rajoutait, en donnant à Michelangelo Besso le conseil, il faut prendre au sérieux ce que nous suggère la physique. C'est ce que j'ai essayé de faire ici. C'est la physique, bon, il y a une physique qui marche bien, la théorie de la relativité est conforme à tous les tests expérimentaux. Regardons simplement ce qu'elle nous dit sur les problèmes philosophiques du temps. Prenons au sérieux la physique. Et d'ailleurs, ici, je l'ai fait pour la théorie de la relativité. On pourrait aussi le faire, par exemple, pour renouveler notre vision du cosmos dans la physique quantique, qui nous dit que l'unicité de la réalité est une illusion. Merci pour votre attention.